Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'un ténor, saison 3. Aujourd'hui, un nouvel invité nous rejoint, un spécialiste, plus précisément un futur docteur en musicologie, spécialiste d'Offenbach. Il s'appelle Tom Heinrich. Bonjour Tom. Bonjour, Comment vas-tu? très bien, en cette matinée, tout va très bien. Oui, un petit peu grisâtre quand même. Oui, grisâtre, mais on a l'habitude. Donc je te laisse te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas en quelques mots. Eh bien, tu l'as assez bien résumé. Disons, je suis donc doctorant en musicologie à l'université de Rennes. J'ai fait mon parcours musicologique à Strasbourg, mais je suis aujourd'hui à l'université de Rennes puisque le directeur de thèse qui m'intéressait officie à Rennes. Et mon doctorat porte donc sur Offenbach et plus précisément sur sa relation avec le genre de l'opéra comique, qui est un genre d'opéra typiquement français. Et donc, je me pose tout un tas de questions sur ce rapport entre ce compositeur que j'admire et ce genre qui est très intéressant. Super, donc la première question que je vais te poser justement par rapport à tout ça, aujourd'hui, être docteur en musicologie, beaucoup de personnes trouvent un petit peu ça flou. On ne s'amuse pas à se dire on va être docteur en musicologie, la première chose qu'on va se dire c'est qu'est-ce qu'on va rechercher. Et justement, la première question que je voudrais te poser, c'est quelles sont tes recherches? Alors moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'histoire de la musique, dans une moindre mesure l'analyse de la musique, puisque la musicologie, en fait, c'est un champ qui est très vaste. Il peut y avoir plein de choses différentes qu'on peut étudier. On peut avoir, comme je l'ai dit, l'histoire de la musique, puisqu'il y a des choses qui sont encore un petit peu floues. Forcément, il nous manque des sources où on en retrouve. Après, on peut avoir l'analyse, comment analyser la musique d'un point de vue technique, d'un point de vue de la composition, comment est-ce qu'un compositeur va faire telle chose, et des questions philosophiques aussi, il y a la philosophie de la musique, ce genre de choses. Donc en fait, il y a plein de questions et plein de domaines, l'acoustique, il y a la science, plein de choses qui rentrent en compte. Et moi, ce qui va m'intéresser dans la musicologie, c'est véritablement l'histoire. Poser des questions sur le contexte historique autour des œuvres, ce genre de choses. D'accord, tu vas te spécialiser donc dans Offenbach si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Jacques Offenbach, compositeur franco-allemand, tout dépend de quel côté de la frontière et de quel côté du Rhin on se place, qui est un compositeur pour moi qui est absolument génial puisqu'il a fait de tout. On le connaît aujourd'hui principalement pour ses opéras bouffes, mais il faut savoir que c'est un compositeur qui part de très très loin puisqu'il arrive à Paris en tant qu'étudiant de violoncelle, puisque c'était un violoncelliste de grand talent. On l'a appelé pendant un temps le Liszt du violoncelle, tellement il était talentueux. Et il va commencer par la musique de bal, puisqu'il va se faire connaître comme chef d'orchestre dans différents bals. Après, il va être chef d'orchestre à la Comédie Française, puisqu'à la Comédie Française, il y avait un orchestre. On jouait le théâtre avec de la musique à une certaine époque. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va composer de la musique pour certaines pièces. On a retrouvé par exemple de la musique qu'il a composée pour Le Barbier de Séville ou pour Les Noces de Figaro. Et ensuite, il va se spécialiser dans l'opéra, mais pas que, puisqu'il a fait de la musique religieuse. Il faut savoir que son père était cantor dans la synagogue de Cologne, donc il a composé de la musique pour la liturgie juive, mais il a aussi composé après de la musique pour la liturgie catholique, notamment pour le mariage de ses filles. Donc c'est un compositeur qui a véritablement touché à tout, et avec pas mal de talent, faut le dire, puisque c'est un compositeur qui a eu une carrière internationale. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est intéressant. Quel est ton premier souvenir avec Offenbach qui t'a justement donné cette envie de travailler sur son répertoire? Alors, mon premier souvenir avec Offenbach est très lié à la ville de Strasbourg, ça a été Barkouf. C'est un opéra qui a été très cher au cœur d'Offenbach et qui lui a fait très très mal, puisque c'est sa première tentative à l'opéra comique à Paris. L'opéra comique à Paris, au 19e siècle, c'est véritablement le Graal de tous les compositeurs. C'est-à-dire réussir à l'opéra comique, c'était être reconnu dans la France entière, dans la France musicale. Et Offenbach, en 1860, il vient de sortir d'un succès absolument phénoménal qui s'appelle Orphée aux Enfers, retentissant dans l'Europe entière. Et donc il va vouloir revenir dans cet opéra comique, où il a été violoncelliste pendant quelques années. Et il connaît très bien cette maison, et il veut y réussir en tant que compositeur. On va lui proposer le livret d'un opéra qui s'appelle Barkouf, et cet opéra va être un four total. Il va y avoir une véritable cabale contre lui. Les gens ne voulaient pas d'Offenbach qui était vu comme un amuseur public, charlatan, faire tsing boom avec ses cymbales et ses grosses caisses. Oui, il était pris pour un escroc de la musique en fait. Enfin, pas vraiment escroc de la musique, mais disons véritablement le troubadour de la troupe. Donc le faire rentrer dans l'opéra comique, c'était oh là là, mon Dieu, on rabaisse le niveau de la musique, c'est pas possible. Et donc il va y avoir une véritable cabale contre lui. Berlioz va être vent debout contre lui. Le critique musical Scudo va être vent debout contre lui. Et donc Barkouf, cette représentation.
On lui claque un peu la porte au nez, donc c'est très compliqué pour lui, et Barkouf va tomber véritablement dans l'oubli. La partition va être perdue, puisque l'opéra comique va brûler en 1887, la partition, les parties d'orchestre vont brûler avec l'opéra comique. Et donc, on pensait la partition perdue, jusqu'à ce qu'on la retrouve dans les archives de la famille Offenbach dans les années 2010-2015. Et arrive la saison 2018-2019, qui fêtait le bicentenaire de la naissance d'Offenbach, qui est né en 1819, et l'Opéra Strasbourg a décidé de remonter Barkouf, et c'est là en fait que je me suis dit, je vais aller à la première, je vais pas écouter tout ce qui est les bandes annonces, et je vais y aller sans aucun préjugé, faire comme le public de 1860, découvrir une œuvre totalement nouvelle. Ce qui est fou, l'opéra, on peut se faire spoiler très facilement, mais là c'est une nouvelle première mondiale. C'est exactement ça. C'est pour ça que je me suis dit, en tant que première mondiale, disons, je vais y aller sans aucun préjugé, et surtout, je vais y aller sans rien écouter, et en fait, je me suis dit, mais c'est absolument génial. Tu t'es fait ton propre avis, ce qu'on demande à tous les musiciens. Voilà, c'est ça, exactement. Et je me suis dit, c'est absolument génial. Donc, j'ai commencé à faire mes petites recherches. Après, je suis tombé évidemment sur les grands classiques d'Offenbach, Orphée aux Enfers, La Vie parisienne, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Belle Hélène. Et puis après, je me suis dit, mais il n'y a pas que ça chez Offenbach. Il y en a plein d'autres, et plein d'autres qu'on n'a jamais rejoués. Et c'est pour ça que je m'attelle à essayer de retrouver, d'une part, plein de partitions pour les éditer à compte personnel, ou alors pour des troupes d'opérette qui voudraient rejouer toutes ces œuvres. Ou alors, j'aime beaucoup essayer de retrouver des enregistrements qui ont été faits du temps de l'ORTF, ce que j'appelle le temps béni de l'ORTF. Alors qu'est-ce que l'ORTF ? L'ORTF, c'est l'Office de la radio-télévision française. C'était le temps de la télé et de la radio un peu unique, entre gros guillemets, où ils faisaient quelque chose qui était absolument génial. C'était enregistrer des œuvres pour la radio, mais des œuvres qui étaient assez rares ou rarement données pour les diffuser à la radio. Le problème de ces œuvres, disons, c'est que comme ils devaient rentrer dans des tranches horaires, souvent on faisait des coupures. Ce qui fait qu'on a des œuvres qui sont enregistrées, mais souvent avec des bouts qui manquent. Le truc avec Offenbach, c'est que c'est des carrures qui sont parfois assez répétitives. On a des fois des bouts qui manquent, mais qui sont en fait simplement des répétitions de phrases musicales. Alors c'est dommage parce qu'on sent qu'il manque un peu des choses et on aimerait que ça continue, mais au moins on a des enregistrements à peu près complets de certaines œuvres. On a par exemple Belle Lurette qui est son dernier opéra comique. On avait La Princesse de Trébizonde avant l'enregistrement qui est sorti assez récemment. Mais on a aussi des œuvres en un acte qu'on n'a jamais enregistrées depuis. Pierrette et Jaco, La Permission de 10 heures. Que des noms que je ne connais pas. C'est ça. Il a composé tellement de choses qu'aujourd'hui, on ne connaît que les œuvres du trio Meilhac, Halévy, Offenbach et les contes d'Hoffmann. Le reste n'existe pas. Il a écrit quoi, à peu près une centaine d'opérettes, une centaine d'œuvres ? Oui, une centaine d'œuvres lyriques. Et puis après, si on enlève tout ce qui est les œuvres lyriques, il a composé encore 500 œuvres à peu près. C'est fou qu'on ait pratiquement aucun reste de tout ça. Il y a ce côté, la mesure publique veut entendre seulement ce qui le fait rire, pas forcément ce qui marche, mais ce qui le fait rire. Par exemple, dans ce que j'écoute pas mal en ce moment, c'est des extraits d'un opéra qui s'appelle La Diva, qui a été composé en 1869, qui est une des dernières collaborations avec Meilhac et Halévy, où c'est un peu une remarque. Meilhac et Halévy, avec Offenbach, font passer quelques remarques en disant que le public, en fait, leur demande toujours la même chose. Ils aimeraient passer à autre chose et faire des choses un peu différentes, et le public leur dit toujours « Et allez donc, faites-nous rire !» Il y a ce côté, on veut rien d'autre que... Quelque chose qui fasse rire, en fait. Quelque chose qui fasse rire. Oui, et... on est là pour ça, en fait. Voilà. On n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour réfléchir, on est vraiment là pour rire. C'est vraiment de l'opéra bouffe où on est vraiment dans le côté loufoque, pas le côté plus spirituel, c'est vraiment le côté loufoque. Là. Oui, ça vole pas très haut. C'est ça. Dans l'opéra bouffe, ce sont toujours des sujets qui ne volent pas très haut, mais c'est ce qui fait justement que c'est assez léger et que très souvent les gens s'amusent côté public ou côté de la scène. Oui, il y a ce côté en fait, véritablement, l'opéra bouffe, c'est vraiment le côté loufoque, on se pose pas de questions. Si l'intrigue ne fait aucun sens, c'est pas grave, on s'en fiche totalement, voilà. Alors que l'opéra comique, il y a une vision derrière, une espèce de continuité dans l'intrigue, et c'est pour ça d'ailleurs que l'opéra comique, aujourd'hui on trouve ça un peu plat. Les Dames Blanches, Boieldieu, Zampa de Hérold, ce genre de choses, aujourd'hui on les voit plus. Même Mignon d'Ambroise Thomas ou Hamlet d'Ambroise Thomas, pareil, aujourd'hui on les voit plus. Alors que ouais, c'est de la musique très belle, les livrets sont très beaux, c'est juste que l'opéra comique, ça fait pas véritablement rire, ça fait plus sourire que rire, et donc les gens sont là, bon, bah d'accord quoi. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est de la très belle musique, c'est des très beaux livrets, c'est des livrets qui étaient écrits par des gens qui étaient très intelligents, qui savaient penser le théâtre, donc c'est pas le premier venu qui l'écrit quoi. Je comprends tout à fait. On va quand même se recentrer un petit peu plus sur toi à ce moment-là. Oui. Si tu devais décrire ton rapport à la musique et une sensation ou une image, qu'est-ce que ce serait ?
Oula! Alors, une sensation, en fait, je pense que tout dépend du style d'œuvre que j'écoute surtout. Parce que je suis quelqu'un qui est très curieux, donc je suis un fan absolu d'Offenbach, mais j'écoute avec grand plaisir de la musique baroque ou même des compositeurs comme Strauss ou encore Schreker, qui est un compositeur absolument diamétralement opposé. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un compositeur de la première, deuxième moitié du XXe siècle allemand qui va dans un langage totalement différent. Donc mon rapport à la musique dépend véritablement de ce que j'écoute. Schreker, c'est véritablement la curiosité, le langage musical qui peut nous surprendre à chaque mesure, une envie de découverte, alors que disons l'opéra français, la musique française, c'est véritablement être chez soi, quoi. Et est-ce que tu peux aussi retrouver tout ça dans la musique actuelle? Alors ça dépend aussi de ce qu'on appelle la musique actuelle. Tout ce qui est après 1950. La musique actuelle que tu peux écouter à la radio. Est-ce que tu as des interprètes actuels qui te font aussi ressentir ces sensations de recherche, par exemple? Pas vraiment, parce que j'écoute pas vraiment la radio qui fédère le plus de monde. C'est pas une musique qui m'attire, la musique actuelle. C'est peut-être un manque de curiosité de ma part sur ce côté-là. Donc on va repartir un petit peu sur toi et sur justement ton travail. Actuellement, tu fais des recherches. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait rester dans la recherche? Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile tous les jours, mine de rien. Eh bien en fait, ce qui me fait rester dedans, c'est d'une part la curiosité et d'autre part le fait de savoir que certaines choses existent et qu'on pourra toujours les retrouver. Par exemple, Barkouf qu'on a retrouvé récemment, mais il en manque des bouts. Un bout principalement. C'est l'ouverture. L'ouverture de Barkouf, on sait qu'elle existe, on a plein de descriptions, j'ai même découvert récemment dans les carnets de régie de l'opéra comique sa durée, ce qui est assez rare pour être notifié, puisque d'habitude dans les carnets de régie, ils notent pas la durée de l'ouverture. Là, va savoir pourquoi la durée de l'ouverture est notée, on a des descriptions de l'ouverture qui ont été faites, donc en fait, ce qui m'anime dans la recherche, c'est de me dire, je sais qu'elle est là, je sais à quoi ça ressemble, je peux peut-être la retrouver. En fait, c'est ce désir de peut-être retrouver des choses qui sont peut-être pas loin, mais qu'on a toujours pas vu. Ce qui m'anime dans la recherche, c'est ce désir d'essayer de retrouver des choses qui sont peut-être en fait juste à côté qu'on n'avait pas vu. Ah, c'est intéressant. Donc ça veut dire que si on te suivait dans une journée en tant que chercheur, qu'est-ce que tu ferais? Tu irais dans des archives, tu trouverais des choses que personne ne verrait. Me suivre dans une journée, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part éplucher tous les catalogues de bibliothèques qu'on peut trouver. Pour ce qui est Offenbach, c'est Bibliothèque nationale de France, les archives historiques de Cologne, mais aussi des fonds d'archives aux États-Unis. Il faut savoir que Offenbach, à sa mort, ses enfants se sont dit on va se faire un peu d'argent, donc on va vendre les manuscrits, ce genre de choses, ce qui fait que Offenbach en fait est disséminé un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est très facile de retrouver les choses puisque les catalogues sont en ligne. Quand les premiers à s'intéresser à Offenbach, c'était compliqué quand il n'y avait pas internet. Aller retrouver les catalogues de bibliothèques aux États-Unis, il fallait les chercher quoi. Et puis il fallait faire le trajet aussi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a dans la recherche un outil qui est très pratique qui s'appelle Internet, qui nous permet de consulter les catalogues d'à peu près toutes les bibliothèques dans le monde. Donc il y a un gros travail en amont d'épluchage de ces catalogues. Et puis après, il faut aller sur place, ou alors aujourd'hui avec les numérisations, on peut rester sur son ordinateur, consulter les documents quand ils sont numérisés, ou alors demander les numérisations. Bon après, tout dépend des bibliothèques, puisque certaines bibliothèques, les numérisations ne sont pas données. Donc en plus de ça, tu es obligé de payer une bibliothèque parce qu'ils n'ont pas forcément les documents numérisés de suite. Oui, tu peux demander à ton université de participer à la numérisation, ça aussi, les universités sont là pour ça. Tu peux faire participer ton groupe de recherche, ton unité de recherche, mais si tu fais des recherches personnelles, oui, c'est sur tes deniers personnels, et puis selon la bibliothèque, c'est pas donné. Ou alors, si tu as la chance de pouvoir te déplacer facilement, tu vas directement sur place, puisque avoir le document entre les mains, c'est différent encore. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux, oui. Tu peux mieux l'étudier. Et puis il y a ce côté un petit peu, disons, émotif de savoir que tu tiens entre les mains le document que le compositeur ou la compositrice a lui-même tenu entre les mains, a écrit, tu vois directement la chose. Par rapport à tout ça justement, est-ce que tu as déjà eu un vrai moment d'émotion ou un étonnement en tombant sur une source? Alors, un véritable moment d'émotion que j'ai eu, ça a été la première fois que j'ai été à la BNF et que j'ai eu entre les mains un manuscrit d'Offenbach. Parce que j'avais été plusieurs fois à la BNF auparavant et j'avais eu entre les mains les parties d'orchestre, c'est-à-dire les parties qu'ont les musiciens dans la fosse d'orchestre. Et ça, c'est des choses qui sont faites par les copistes, donc disons, c'est du matériel. C'est très intéressant puisque on peut voir l'évolution d'une œuvre, on peut voir
les coupures, ce genre de choses. Puis c'est très drôle aussi puisqu'on y voit aussi le travail des musiciens. On peut avoir des caricatures, des dessins, ce genre de choses. Mais ce qui m'a vraiment touché, ça a été d'avoir pour la première fois entre les mains un manuscrit autographe d'Offenbach. Et en l'occurrence, c'était le manuscrit d'un opéra comique qui s'appelle Les Bergers, qui est une œuvre tout à fait extraordinaire puisque c'est les contes d'Hoffmann avant les contes d'Hoffmann. Et ça a été créé au Bouffe parisien. Ça a eu du mal à trouver son public, ce que je peux comprendre puisque Les Bergers, c'est une espèce de remake des Indes galantes de Rameau. On pouvait faire déjà des remakes à l'époque. Quand je dis remake, c'est encore plus tarabiscoté, puisque les Indes galantes, c'est plusieurs actes qui racontent plusieurs histoires, mais les histoires n'ont pas de lien entre elles. Où on a en fait 5 actes et 5 histoires différentes avec un prologue. Et là, en fait, Les Bergers, c'est un opéra en 3 actes. Les 3 actes se passent à 3 époques différentes. On commence avec l'Antiquité, on a le XVIIIe siècle et on a le XIXe siècle. Enfin, de nos jours, ce qui au 19e siècle était le 19e siècle, mais aujourd'hui on pourrait le refaire avec le 21e. Et en fait, les personnages de ces 3 actes, ce sont les réincarnations des personnages des actes différents. Donc la première fois que j'ai eu le manuscrit des Bergers entre les mains, j'ai vu pour la première fois l'écriture d'Offenbach, ses petites pattes de mouche, parce qu'il écrivait véritablement tout petit, tout petit, tout petit. Super pour les lecteurs. Mais ce qui est vachement fascinant, c'est qu'en fait, son écriture est toute petite, mais c'est d'une lisibilité, c'est assez incroyable. Quand j'avais les manuscrits en face de moi numérisés, je voyais que c'était tout petit. Bon, c'est pas bien grave, j'ai le zoom, je peux zoomer. Mais là, avoir pour la première fois le manuscrit en face des yeux et de voir que c'était vraiment tout petit, mais que c'était très lisible, je me suis dit, waouh, c'est quand même très beau. Et du coup, t'étais vraiment ému à ce moment-là de pouvoir tenir ce manuscrit que lui-même avait écrit. C'est ça, et alors ce qui est vachement émouvant en plus, sur ce manuscrit, sur la page de garde du manuscrit, il y a une main qui est dessinée au crayon. En fait, il a repassé sa main comme on faisait quand on était gamin, de mettre sa main sur une feuille de papier et passer au crayon autour. À 2 doigts de faire une poule. C'est ça. Et en fait, il y a sa main qui est en fait dessinée sur le manuscrit. On a la main d'Offenbach qui est posée sur le manuscrit des Bergers. Et j'ai trouvé ça vachement émouvant en fait de se dire il devait y avoir, je sais pas, ses enfants, parce qu'en 1865, il avait des enfants qui étaient encore assez petits. Il devait bosser sur le manuscrit, il devait avoir les enfants sur les genoux, et donc il a dû dire bon bah pour les amuser, on va dessiner. Je prends la première feuille qui est devant moi. Oui, donc en plus, à travers ce manuscrit, t'es pratiquement dans un moment très intime. Ah bah totalement, c'est être dans sa maison. À ce moment-là. Et qu'est-ce qui te touche le plus dans sa musique ? C'est ce côté passer du rire aux larmes, passer de la joie à la mélancolie, d'un morceau à l'autre ou même au sein d'un même morceau. C'est ce changement constant dans les intentions, dans les émotions qui fait passer. Par exemple, dans Fantasio, le final du premier acte ou le final du deuxième acte, surtout dans le final du premier acte, on a véritablement ce changement d'émotion au travers du personnage de Fantasio. Le cœur représente le peuple, il est très joyeux parce que Fantasio va aller faire des bêtises à la cour du roi, il se fait passer pour le bouffon du roi, le peuple ça l'amuse, mais Fantasio, d'un côté il va montrer qu'il est très content d'aller là-bas, très joyeux en disant ouais je vais aller m'amuser, mais d'un autre côté, 2 mesures après avoir été très joyeux, Fantasio va être très mélancolique en disant oui mais je vais revoir Elsbeth qui est la princesse, je vais toucher de la main ses orangers qui lorsqu'il vente, et c'est ça que j'aime beaucoup avec Offenbach, c'est cette capacité à changer du tout au tout, de passer d'une émotion à l'autre, d'une mesure à l'autre, ou alors d'un morceau à l'autre. On sent vraiment la patte de l'artiste, on a l'impression d'être dans une scène de vie réelle en fin de compte. C'est ça, en fait, Offenbach, c'est un petit peu croquer la vie réelle, et c'est surtout l'opéra bouffe qui lui permet. Puisque l'opéra bouffe, il y a une dimension critique dans l'opéra bouffe. Début de la deuxième moitié du 19e, puisque à la fin du Second Empire va sonner le glas de l'opéra bouffe tel que l'avait façonné Offenbach au début des années 1850. Mais disons, l'opéra bouffe des années 1850-70, il y a une véritable critique de la vie réelle, critique de la société, ce genre de choses. C'est pour ça qu'aussi musicalement, il fait sentir que la vie réelle, c'est pas que être joyeux, que être triste, c'est tout un mélange de choses. Oui, parce qu'à cette époque, qu'est-ce qui se passait en fin de compte pendant qu'Offenbach était en vie? Qu'est-ce qui se passait en France? Qu'est-ce qui se passait dans sa vie? Qu'est-ce qui se passait autour de lui? Qu'est-ce qui se passait au 19e siècle alors 1850, au début des années 1850, début du Second Empire. D'abord l'élection du prince Bonaparte en tant que président de la République, qui va très vite transformer en empire. On s'en rappelle tous des cours d'histoire Exactement, de l'école primaire, du collège et du lycée. Et donc le Second Empire, c'est une société véritablement de l'amusement, du spectacle. Et Offenbach en fait va en profiter de tout ça. Surtout que Paris va devenir en fait la capitale culturelle du monde. Au XVIIIe siècle, c'était Vienne, avec Mozart, Haydn, les grands compositeurs allemands. Et puis après, on va voir un changement, un déplacement de cette capitale qui va devenir Paris.
Au 19e siècle, c'est Paris, les expositions universelles, 1855, 1867, 1877 ou 78. Oui, donc on a fait beaucoup en fin de compte d'expositions universelles à ce moment-là. C'est l'époque des expositions universelles. Alors, les expositions universelles, ça existe toujours, hein, Oui. aujourd'hui. Oui, c'est juste que c'est plus tous les ans. Et... C'est plus tous les ans, il y a beaucoup moins de pubs là-dessus, mais ça existe toujours. Au 19e siècle, c'était quelque chose d'absolument immense, les expositions universelles. Le public venait de partout en France et du monde. Paris, au 19e siècle, c'est une fourmilière. Il y a une centaine de théâtres, on joue tous les soirs de tous les répertoires. La vie culturelle au 19e siècle, c'est quelque chose d'énorme. Et donc Offenbach va jouer de ça pour pouvoir asseoir un peu son patrimoine musical. Il va faire ça surtout avec l'opéra bouffe. Dans ces opéras bouffe, on retrouve toujours une espèce de critique, soit de l'actualité, soit de la vie de tous les jours. La vie parisienne, par exemple, en 1866, il se moque de la bourgeoisie. La grande duchesse de Gerolstein, c'est une grande pièce qui se paye la tête des militaires. Pourtant, les grands militaires de l'époque, par exemple, je pense à Bismarck, ce genre de choses, vont adorer la pièce. Ils rigolent de tout ça, mais en même temps, ils rigolent d'eux-mêmes. Oui, parce qu'ils ont compris que c'était une satire et qu'il faut pas le prendre pour soi, quoi. Voilà, c'est ça. Par exemple, la Belle Hélène, où en se moquant un petit peu du grand augure, en se moquant de Galcasse, il se moque un petit peu de la religion, ce genre de choses. Le public, il va aussi pour pouvoir rigoler de lui-même. Et c'est quelque chose, en fait, qui va disparaître avec la fin du Second Empire, enfin, qui va se modifier. On va plus avoir ce côté satire véritablement corrosif de il faut absolument rigoler de soi. On va rigoler de certaines choses, mais différemment. Ce côté on rigole de soi, ou on se moque un peu de la chose, plutôt dans la féerie, qui est un genre qui va arriver à la fin des années 70, où là, c'est l'opéra à grand spectacle. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça Hollywood au 19e siècle. On adore. Il faut s'imaginer, le voyage dans la Lune ou le roi Carotte, c'est une vingtaine de décors différents, plus de 1000 costumes. Ah oui, quand même. Oui, 200 à 300 figurants, si c'est pas plus. Ça devait coûter des millions à l'époque. Si on devait convertir à la monnaie de l'époque à aujourd'hui, ça coûterait des millions et des millions. Ah, ça coûte des millions. Et surtout, c'était absolument pas rentable. On prend des œuvres comme La vie parisienne ou Orphée aux enfers, qui a été joué plus de 1000 fois du vivant d'Offenbach. Ces choses-là, ça a été rentabilisé. La vie parisienne a été jouée 267 fois, ça a été rentabilisé. Le roi Carotte, 195 représentations, de la première avant la fin de la série, puisqu'on jouait le théâtre différemment à l'époque, ont été jouées à perte. Donc voilà, ce côté, disons, corrosif et de l'humour, on le retrouve, enfin pour revenir là-dessus, pour accrocher les wagons, on le retrouve dans l'opéra féerie, puisque l'opéra féerie, ça avait vocation à ne faire aucun sens. C'est-à-dire que le voyage dans la Lune, des gens qui se retrouvent sur la Lune, tout est inversé par rapport à la Terre. Par exemple, les gens naissent avec toutes les médailles possibles, et on va en enlever dès qu'on a accompli quelque chose. Et donc en fait, on est très bien vu quand on n'a pas de médaille. Alors que c'est complètement l'inverse de nous, où justement, nous, si on a des médailles, on est extrêmement bien vu. Voilà, c'est ça. Ou alors par exemple, le roi Cosmos est élu parce que c'est le plus gros. Ok. Ou alors, le palais où travaille le roi Cosmos, c'est un palais qui est en verre pour que les gens puissent voir que les gens travaillent. Mais c'est pratiquement un rêve et une utopie pour les entreprises, ce genre de choses. Voilà, il y a ce changement dans la vision de la satire qui fait qu'Offenbach est obligé aussi de se réinventer après les années 1870, parce que lui qui était véritablement le corrosif, il va se réinventer, surtout avec la montée en popularité d'autres compositeurs, mais il va toujours réussir à avoir du succès, malgré tout. Et par rapport à tout ça, justement, est-ce que tu aurais une petite anecdote sur Offenbach, une lettre, une archive ou un petit détail improbable qui t'a un peu fait tilter? Quelque chose qui m'a beaucoup amusé chez Offenbach, et qui me fait toujours autant rire, c'est les notes d'un musicien en voyage. C'est l'unique livre qu'il a écrit, parce qu'il a écrit un livre, Offenbach. Alors il a écrit des articles, certes, mais il a écrit un livre lors de sa tournée aux États-Unis, parce que Offenbach est un des premiers musiciens qui a fait une tournée aux États-Unis. Mais c'est incroyable, très intéressant en fin de compte, parce qu'il fait partie des premiers compositeurs et, du coup, chef d'orchestre de l'époque, qui a fait une tournée hors de l'Europe. Alors il y en a beaucoup qui faisaient des tournées européennes, on pense à Berlioz qui va aller jusqu'en Russie, Mozart qui fait une tournée jusqu'en Angleterre. Qu'on recontextualise pour l'époque, aller jusqu'en Angleterre, c'était très loin. Oui, bah oui. Voilà, il n'y avait pas d'avion, c'était vraiment ta calèche et tu te débrouilles. Les voyages pouvaient durer plusieurs mois. Voilà, c'est ça. Donc Offenbach, en 76, complètement fauché, faut le dire, puisqu'il a été directeur du théâtre de la Gaîté, il a fait faillite, pour être très gentil, puisqu'il a monté des choses à perte, mais à perte, vraiment à perte. Et pour remettre un peu d'argent dans les caisses, il a fait une tournée aux États-Unis. Et alors, chose que j'ai découverte assez récemment,
En 1880, quelques mois avant sa mort, on lui a proposé une tournée en Espagne, qu'il n'a jamais pu faire puisqu'il est mort, mais donc 76, il est parti faire une tournée aux États-Unis. Il découvre un monde radicalement différent, puisque les États-Unis de l'époque, c'est une société qui est totalement différente de la société européenne d'alors, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc on s'imagine que la vie aux États-Unis, qui est une vie qui est radicalement différente aujourd'hui, en fait ça date pas d'hier. Et donc en fait dans ce bouquin, il raconte en fait sa vie, il découvre les grands panneaux publicitaires collés sur les murs, ça à Paris on le voit jamais. Mais l'anecdote qui me fait le plus rire, c'est un chapitre dans ce livre qu'il a appelé Les supplices d'un musicien. Il raconte qu'il a été invité par une de ses artistes qui était partie elle aussi en tournée, Marie Aimée, qui avait été invitée en fait à promouvoir la musique d'Offenbach dans plusieurs villes, et donc il jouait certaines œuvres d'Offenbach. Mais pour éviter de payer les droits d'auteur, les pirates de la musique, ça n'existe pas depuis l'invention du streaming, ça existe depuis belle lurette, ils achetaient les partitions chant piano, donc les réductions, et ils réorchestraient totalement la partition. Ah oui, c'est du vrai piratage. C'est ça, en fait c'était pour pas avoir à payer les droits d'auteur et puis surtout de pas payer les frais de location du matériel d'orchestre, ce genre de choses. Et donc il y avait une véritable, entre gros guillemets, politique de présenter les œuvres de, ce qui était juste de la personne, c'était la mélodie, le reste, ça avait été réorchestré par telle ou telle personne, avec plus ou moins de talent. Et c'est faux parce que ça veut dire que le piratage musical, c'est vraiment quelque chose qui existait déjà bien avant notre ère. Ah bah bien sûr, la SACEM par exemple existe depuis très longtemps. Il y a eu un véritable essor de la SACEM en 1850, grosso modo par là. Et donc Offenbach va nous raconter dans ce chapitre qui s'appelle Les supplices d'un musicien, va nous raconter qu'il va arriver dans un théâtre, dans une ville qu'il ne veut absolument pas nommer pour ne pas leur porter préjudice. J'ai pas réussi à trouver laquelle c'était. Et donc j'arrive dans telle ville, Marie Aimée, qui jouait dans cette production, m'avait supplié de venir jouer et de venir diriger la production de La Jolie Parfumeuse. Je devais diriger les 2 premiers actes, ensuite aller dans la salle. J'arrive pour la répétition générale, pour avoir les tempi du chef, que sa partition il la connaît par cœur, forcément c'est le compositeur, donc la partition il a un petit peu dans la tête, il sait comment il a orchestré son œuvre. Il donne une entrée pour les flûtes, mais en fait c'est le trombone qui lui répond, qui est pas du tout au même endroit. Il explique aussi que l'orchestre est foncièrement mauvais. Les clarinettes jouent faux, le bassoniste ne fait que dormir, et le seul qui est à peu près bon, c'est le premier violoniste, qui est totalement en nage parce qu'il fait une chaleur absolument à crever dans ce théâtre, et il raconte qu'à un moment, dans le final du 2e acte, c'était au bassoniste de faire une entrée dans une modulation, ça veut dire on change de tonalité. Sauf que la modulation était un peu compliquée. Offenbach, voyant que le bassoniste était endormi, va demander au mec qui était à côté de le réveiller. Et le bassoniste se dit mince c'est à moi, va entonner de toutes ses forces la note, sauf que c'est pas du tout la note qu'il faut. La soliste qui devait suivre la modulation avec le basson, suit le basson, sauf qu'il est 5 tons plus haut. L'orchestre qui se préoccupe pas trop de ce qui se passe avec le basson continue 5 tons plus bas, la soliste est 5 tons plus haut, donc va te raccrocher là-dessus. J'imagine même pas le regard du compositeur qui doit se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Bah c'est ça. Et donc il explique qu'il a trait de génie, il va demander au percussionniste de faire un roulement de tambour à casser les vitres pour pouvoir masquer le désastre. Dans la presse, il s'imaginait le lendemain un désastre et à se faire allumer par la critique. Parce que pourquoi un roulement de tambour de 20 mesures dans une scène nocturne? Ah oui, oui, ok. Quand on dit scène nocturne, effectivement, ça veut dire à ce moment-là de la scène dans l'opérette, il fait nuit. Tout est censé être calme, être beau, léger. Et c'est vrai que pour vous recontextualiser, 20 mesures sur une partition, ça peut être très long. Voilà, ça peut durer des plombes, mais ça peut vraiment durer des plombes. Du coup, ça peut faire très mal aux oreilles. Et il raconte qu'en fait, pas du tout. Ils ont crié au trait de génie du compositeur et que c'était magnifique et que, bon, il écrit ça avec un humour, on le ressent dans les descriptions qu'on a de lui. On apprend que c'est quelqu'un qui s'habillait, enfin il osait tout quoi, les associations de couleurs, il osait. Il pouvait arriver avec un pantalon vert, redingote marron et des gants jaunes quoi. Bienvenue dans Alice au pays des merveilles. C'est ça. Et puis après, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. On pourrait dire aujourd'hui que c'est un peu un beauf quoi. Oh. Je laisserai les auditeurs écouter un peu ces opéras bouffes, vous comprendrez pourquoi on s'y entretient un petit peu de beauf. Il aime les jeux de mots qui sont très nuls quoi. Par exemple, une autre anecdote, quand un jour il était à Étretat, 19e siècle, les Parisiens allaient au bain de mer. Ils allaient à Deauville, à Étretat, c'est là en fait que les cités balnéaires se popularisent. Grosso modo avec la popularisation du train. Avec le train, on passait de quelques jours à quelques heures. Offenbach avait en fait une villa à Étretat.
Et un jour, à Etretat, on lui demande ce qu'il a mangé. Il dit, ça commence par la lettre C. Et donc les gens cherchent tout un tas de plats qui commencent par la lettre C. Et il dit, ce que j'ai mangé, mais c'est des grenouilles. Parce qu'il faut savoir que Offenbach est des origines allemandes, a vécu en France, mais toute sa vie a entretenu son accent allemand. Il a jamais voulu le perdre. Donc en fait, il jouait avec ça. Ouais, effectivement, oui, c'est un bon vivant. Il faisait rire la galerie. C'est ça, en fait, il passait son temps à amuser la galerie. Ah, ça devait être un père formidable. Ah oui, ça devait être un sacré personnage, ouais. Et justement, est-ce qu'il y a une idée reçue sur Offenbach qui te fait sourire, ou au contraire qui t'agace parfois? Oui, ce côté amuseur public, je veux toujours faire rire. Oui et non, certes, il faisait rire et il aimait beaucoup rire, mais c'est pas seulement ce qu'il voulait. Il voulait aussi qu'on lui reconnaisse un petit côté sensible. Et ce côté sensible, il voulait le faire ressortir à l'opéra comique. On l'a toujours un petit peu attendu au tournant là-dedans. Barcouf a été un échec monumental. Robinson Crusoe a marché, mais sans plus, 32 représentations. Vert, 2 ans après, ça a été une 60aine de représentations. Là, les gens vont commencer à se dire, il y a quelque chose. Fantasio, là, ça a été 10 représentations, mais Fantasio, c'est en 1872. Il y avait ce côté très chauvin anti-germanique, alors que Offenbach avait la nationalité française depuis 12 ans à l'époque. Offenbach, c'est pas que le côté je veux m'amuser. Il y a véritablement une volonté sensible et de montrer les émotions. On le voit dans l'évolution aussi de ses œuvres. On a véritablement le côté totalement bouffon et bouffe dans les premiers opéras, à l'ouverture des Bouffes parisiens en 1855 jusqu'à grosso modo 1860-65. Et après 65, 67, 68, on arrive vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus sensible. On a le côté sensible avec pas mal de romances qui arrivent. On a un style qui s'affine, ce genre de choses. Et donc Offenbach, oui, c'est pas l'amuseur public. Il y a véritablement un côté sensible qui arrive. Ce qui est intéressant avec Offenbach, c'est qu'il a des choses aussi à raconter, mais il faut s'y attarder. C'est ça. Puis dans les œuvres qu'on ne joue plus aussi, il y a des œuvres qui sont diamétralement opposées avec ce qu'on attend. Aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est Vie parisienne, Grande Duchesse, La Péricole, Belle Hélène. Mais il y a les œuvres qu'il a composé pour l'opéra comique, et il y a aussi un grand opéra romantique qui s'appelle Die Rheinhexen, Les Fées du Rhin, créé en 1864 à Vienne, qui n'a jamais connu de création française du vivant d'Offenbach. C'est un opéra qui dure dans sa version complète 3h30 en 4 actes, où là en fait il est dans le grand opéra romantique de Weber, avec parfois des petits points de Wagner, ce genre de choses. C'est un opéra où la musique est ininterrompue, sans compter les entr'actes. Et c'est d'ailleurs de là que viennent plusieurs tubes d'Offenbach, puisque comme Jean-Sébastien Bach, Offenbach était un compositeur qui aimait beaucoup recycler sa musique, c'est-à-dire que quand il jugeait qu'une musique était bonne, il n'allait pas la jeter. Si par exemple l'œuvre n'avait pas marché, ou alors s'il y avait un bout d'œuvre qu'il n'avait pas utilisé, qu'il considérait quand même bonne, il allait la réutiliser dans certaines autres œuvres. C'est pour ça que la chose qu'on connaît le plus d'Offenbach aujourd'hui, c'est la barcarolle des contes d'Hoffmann. Quand on pense à Offenbach, on pense à Belle nuit aux nuits d'amour, on pense donc que c'est son dernier grand chef-d'œuvre. En fait, la barcarolle des contes d'Hoffmann, ça vient des Fées du Rhin. Donc ça date de 1864. De la musique recyclée, mais de la bonne manière. Par exemple, on fait écouter à quelqu'un l'ouverture de Die Rheinhexen, en fait c'est la barcarolle des contes d'Hoffmann. Et dans Les Fées du Rhin, on retrouve un morceau du ballet Le Papillon, parce qu'Offenbach a composé un ballet qui aujourd'hui n'est plus joué. Très belle musique aussi, mis à part l'Opéra de Paris, on fait plus trop le ballet comme au 19e siècle, qui recycle Le Papillon dans Die Rheinhexen. Die Rheinhexen, il le recycle dans les contes d'Hoffmann et un petit peu dans Fantasio. Des bouts de la princesse de Trébizonde dans Fantasio, enfin il y a plein de réutilisations partout. Il recycle carrément de la musique qu'il a composée pour le violoncelle dans ses opéras. Il se fait ses propres clins d'œil en fait. Exactement. Souvent, les compositeurs faisaient des citations d'autres œuvres pour avoir un côté comique. Offenbach, des fois, cite Meyerbeer, cite Rossini, Bellini, Donizetti, il cite plein d'autres compositeurs, et parfois Offenbach se cite lui-même. Le OOU, le Offenbach Opera Universe. C'est un peu ça. Dans La Belle Hélène, il cite Orphée aux Enfers. Dans Le Château à Toto, il cite Geneviève de Brabant. Des clins d'œil à lui-même. C'est un peu dans certains films des réalisateurs qui sont des clins d'œil à eux-mêmes, ce genre de choses. Aujourd'hui, la société culturelle n'a rien inventé. Tout ça date de bien avant. C'est vraiment intéressant. Ça nous permet justement de voir aussi le compositeur d'une autre manière. Pour ceux qui ont déjà écouté du Offenbach, c'est des choses où on n'a pas forcément toujours pensé. Et on se rendait peut-être pas compte non plus qu'il y avait autant de clins d'œil dans tous les sens, et ça donne même envie de les écouter, pour voir tout ce qu'il a fait et tout son panel, mais pour ça il faudrait déjà que tout soit déjà enregistré. C'est ça le grand problème. Oui, parce qu'en fin de compte, comme tu nous expliquais au début, c'est qu'il y a beaucoup de ces partitions qui n'ont plus été jouées, certaines ont été perdues, d'autres retrouvées qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes quand même quelques spécialistes à travers le monde d'Offenbach qui essayaient de chercher
chercher, de gratter un peu pour voir ce qui se trouve là-dessous, reprendre un peu tous les morceaux de sa vie pour que tout soit en fin de compte logique et lisible. C'est ça, ouais. Il y a principalement 2 écoles qui travaillent sur Offenbach. La première, ça a été Jean-Christophe Keck, qui est considéré comme le spécialiste mondial d'Offenbach, qui depuis la fin des années 90, début des années 2000, travaille sur la renaissance d'Offenbach avec une édition monumentale de l'œuvre d'Offenbach, où là, en fait, il s'attache à retrouver les sources, retrouver les partitions depuis un certain nombre d'années et essayer de les faire jouer. Plus récemment, le Palazzetto Bruzane, qui est le centre de musique romantique française, qui se trouve à Venise. C'est ça qui est drôle, c'est que le centre de musique romantique française est à Venise. Pourquoi pas, oui. Ça fait un joli cadre de travail après tout, hein. Du coup, ça te fait un très beau cadre de travail, effectivement, avec une belle vue sur le fleuve, la vue sur les églises, l'école. C'est ça, oui. Donc il y a ces deux-là qui s'attachent à travailler là-dessus. Bon, les deux ne s'entendent pas. Allez savoir pourquoi, parce que les deux travaillent sur la même chose, mais les deux ne s'entendent pas. Allez savoir pourquoi. Les fameuses 2 écoles dont tu m'avais parlé un jour. Oui, c'est ça. Alors, on va pas rentrer dans les guéguerres. Les deux font des très belles choses. Ils ont juste 2 visions diamétralement opposées Voilà, sur c'est le ça. travail d'Offenbach, en fin de compte. C'est pas ça. L'un a une vision, il faut faire redécouvrir le travail d'Offenbach. L'autre a la vision plutôt faire redécouvrir la musique française. Et chacun a ses visions de la musique française du 19e siècle, sur la prononciation, sur l'interprétation. Et donc ce genre de choses crée des frictions. Alors il faut se pencher plutôt sur le travail qui a été fait. Grâce à eux, on a des enregistrements d'œuvres qui ont été retrouvées soit récemment, soit enregistrées pour la première fois intégralement. On a Fantasio, La Princesse de Trébizonde, bientôt Barkouf, qui va être enregistré en 2026, chez Opéra Rara, Maître Peronia, Le Voyage dans la Lune. Qui a eu droit à sa version il y a quelques années filmée à l'Opéra Comique. Il est disponible normalement encore sur France Télévisions. C'est une très très belle version qui, pour certains, la mise en scène fera beaucoup penser à du Tim Burton. C'est très joli. Oui, c'est mis en scène par Laurent Pelli et c'est avec la maîtrise de l'Opéra Comique. Donc c'est joué par des enfants et des adolescents, ce qui est très intéressant, parce que les voix sont pas du tout les mêmes. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu pas mal de coupures qui ont été faites, puisque c'était la période Covid, ça a été enregistré, je crois, sans public. Tout à fait. C'est la période sombre pour la culture. Oui, parce qu'on rappelle quand même que le Covid a existé, hein. On n'a pas oublié. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'opéras qui ont enregistré des œuvres filmées sans public pour les diffuser à la télévision. On va quand même voir aussi un côté très positif de cette période assez sombre de notre histoire, hein, sur ces dernières années. Grâce à la pandémie, l'opéra a pu, en fin de compte, à nouveau se réouvrir dans les foyers. De manière générale, les gens ont pu justement redécouvrir, en fin de compte, l'opéra à la télévision. Tout à fait. Et puis il y a aujourd'hui, de toute façon, des plateformes qui existent. Ça existait déjà, mais c'était des plateformes payantes ou des chaînes payantes qui existaient, qui permettaient d'avoir accès à des représentations d'opéra ou des concerts. Mais aujourd'hui, il existe de plus en plus de chaînes, je pense notamment à Opéra Vision, Évidemment, je pense à la même. qui diffusent gratuitement des productions d'opéra sur YouTube. Et de plus en plus de maisons sont labellisées aussi Opéra Vision, donc... Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a de plus en plus ce genre de choses où on fait venir l'opéra dans les foyers. Et ça, je pense que, aussi néfaste qu'il soit, le Covid a joué un rôle là-dedans. Quand on était plus jeune, sur les grandes chaînes, sur les premières chaînes, on avait des fois de l'opéra à la télé. Voilà, ça passait souvent dans la période des fêtes, avec Noël, le Nouvel An... Chose qu'on n'a plus aujourd'hui. On se rend compte que les gens vont sur les plateformes de streaming aujourd'hui pour ce genre de choses. Aussi cette volonté culturelle de rendre encore plus accessibles ces œuvres, d'où le fait que beaucoup d'œuvres soient enregistrées, filmées, pour certaines du coup diffusées soit sur les chaînes de télévision, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télévision, ou directement sur des plateformes pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Bien sûr, ça permet, contrairement aux spectacles qui aujourd'hui en fait sont produits pour 5-6 représentations et puis après on range tout à la cave, sauf si le spectacle part en tournée, alors qu'en fait l'avantage que ce soit filmé, c'est qu'on peut le revoir quand on veut. C'est une œuvre qui restera figée et éternelle entre gros guillemets, pour faire découvrir justement l'œuvre. C'est ça, et puis si la mise en scène est très réussie, ça permet de faire découvrir le travail d'un ou d'une metteuse en scène, découvrir des artistes aussi, puisque ces captations permettent à des équipes de programmation de faire découvrir des artistes, parce qu'il faut penser à ça aussi. Il n'y a pas forcément toujours un agent ou un directeur de casting qui va venir découvrir un artiste. Les captations permettent ça aussi. On va revenir un peu sur Oui, les spécialistes. On a digressé, ouais. Voilà, ça fait du bien parfois de juste balader et un peu discuter aussi. Donc moi j'aimerais bien revenir un petit peu justement sur ces écoles dont tu parlais. C'est quand même aussi quelque chose qui est important puisque c'est votre domaine de recherche à, on va dire, les 3 personnes que vous êtes. Donc tu nous as parlé justement
on a vite survolé le fait qu'il y ait deux écoles. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous expliquer qu'est-ce que l'un défend et qu'est-ce que l'autre défend? Donc c'est compliqué quand on aime bien, disons, ce que font l'un et ce que font l'autre, mais l'un défend une certaine vision de la prononciation du français, l'autre voudrait que ce soit différent, alors qu'en fait on n'en sait pas grand-chose, puisqu'on n'a pas d'enregistrement de 1870. Quand l'un se base sur certaines sources, il omet certaines choses, puisque certes il est spécialiste de la musique française, mais il pense pas que certains éditeurs et certains copistes faisaient les choses différemment. Les personnes qui l'interprétaient à l'époque savaient comment il fonctionnait, mais aujourd'hui on l'a perdu. Mais on peut le déduire en croisant les sources. Sauf que certains ne croisent pas les sources, donc arrivent à certaines choses. Ils vont te dire oui, c'était comme ça, alors qu'en fait pas du tout. Oui, c'est plus de la spéculation en fin de compte. C'est ça. Je pense notamment à ce problème-là, qui est le problème des percussions. C'est-à-dire que les percussions étaient notées différemment à l'époque, surtout le problème de la grosse caisse et de la cymbale. Au 19e siècle, dans les petits théâtres de 500-700 places, par opposition aux théâtres qu'on pouvait trouver comme le théâtre du Châtelet, où là il y avait quand même 1300-1400 personnes là-dedans, donc c'était des salles énormes. Les théâtres dans lesquels jouait Offenbach, c'était des théâtres de 700-800 places, la fosse d'orchestre était plus petite, et donc on jouait avec quelque chose qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, une espèce d'ancêtre de la batterie. On avait une grosse caisse, donc c'est une espèce de gros tambour sur lequel on tape avec une espèce de grosse maillotche. La cymbale était montée par-dessus la grosse caisse. Ça veut dire qu'on avait une cymbale qui était fixe et l'autre tenue dans la main du percussionniste. Il pouvait faire la grosse caisse et la cymbale en même temps. Ça évitait d'avoir deux musiciens pour avoir un qui était à la cymbale et l'autre qui était à la grosse caisse, comme ça se fait aujourd'hui. On a souvent trois percussionnistes, un qui est au timbale, un qui est à la grosse caisse et l'autre qui est à la cymbale. À l'époque, on faisait différemment. On faisait deux percussionnistes, un qui était au timbale et au triangle et toute autre percussion, et l'autre qui était, par exemple, au tambour, mais qui faisait aussi grosse caisse et cymbale. C'est pas une question d'économie, c'est une question, Il n'y avait pas de place dans les fosses. Il y avait une personne pour, disons, deux instruments. C'est pour ça qu'à l'époque, quand on notait grosse caisse, pour eux, la grosse caisse était grosse caisse et cymbale, sauf si on marquait grosse caisse seule. Parce que des fois, on le trouve marqué grosse caisse seule, alors qu'il y a marqué juste grosse caisse avant. On comprend que quand il y a juste marqué grosse caisse, si on fonctionne à l'envers, ça veut dire grosse caisse et cymbale. Parfois il le précise, parfois pas. Tout dépend aussi de ce que le compositeur marque, parce que des fois il copie ce qu'a marqué le compositeur, mais le compositeur peut avoir tout simplement oublié. Et donc certains, par exemple, ne se fondant que sur ces notations-là, vont oublier les cymbales parce que, soi-disant, elles ne sont pas marquées. Alors qu'en fait, si, elles sont implicitement là. Ce qui fait que parfois ça sonne très vide. On a envie qu'elles soient là, les cymbales, mais elles sont pas là. Sauf qu'on peut pas leur faire entendre. C'est ça le problème. Ça fait partie des petites querelles, effectivement. Voilà. Et toi, justement, par rapport à ces deux visions dont tu parles, puisque toi aussi tu es une personne indépendante de ces deux Oui. personnes, tu es un chercheur toi aussi, quelle est ta propre conviction et justement la position que toi tu défends? Je pense qu'il faut arrêter de se quereller là-dedans sur certaines choses que des gamineries. Je pense qu'il faudrait en fait arriver à aller main dans la main, avancer tous ensemble. C'est-à-dire que l'un et l'autre veulent faire avancer la musique d'Offenbach. Au lieu de se tirer dans les pattes chacun, avançons tous ensemble. Puisque l'un a de belles ressources monétaires, l'autre a la ressource musicale à proprement parler. Donc matériel, effectivement. Matériel. Moi, je pense qu'en fait, il faudrait tous se mettre d'accord une bonne fois pour toutes et dire on avance ensemble. Est-ce que toi, tu souhaiterais être ce pont entre les deux, justement, pour que vous puissiez tous, justement, travailler main dans la main? Tu n'as pas le même bagage qu'eux aussi, bien sûr. Alors, c'est pas une question de bagage, c'est que chacun a sa vision et chacun ne veut pas céder sa vision, quoi. Oui, je peux comprendre, effectivement. Donc maintenant, voilà, on arrive un peu dans la conclusion de notre interview. Donc j'ai encore 2-3 petites choses à te demander. Si les auditeurs ne devaient retenir qu'une seule chose d'Offenbach, laquelle voudrais-tu qu'ils gardent? Une seule chose d'Offenbach, c'est avoir l'esprit ouvert et se laisser guider par ce qu'il veut faire comprendre, et pas vouloir toujours aller dans le côté « fais-moi rire ». Selon toi, une œuvre d'Offenbach qui permettrait aux personnes qui ne sont pas du tout familiarisées au monde de l'opéra de pouvoir commencer à écouter quelque chose? Je pourrais dire à peu près n'importe laquelle, puisque c'est de la musique, disons, qui est assez abordable, mais pas dans la musique contemporaine ou dans la musique de Schreker. Pour vous dire, il est en train de regarder sa belle et magnifique collection de manuscrits d'Offenbach que j'admire aussi. Alors, pas de manuscrit de partition chant piano. De partition chant piano, pardon. J'aimerais beaucoup avoir les manuscrits, mais c'est pas le même budget. Un jour, peut-être. Alors, pour entrer dans Offenbach et dans l'opéra bouffe, peut-être Barbe Bleue. Ça parle de quoi, Barbe Bleue? Il parle de l'histoire de Barbe Bleue, ce conte qu'on retrouve chez Perrault, ce personnage absolument terrible qui va défendre à sa nouvelle femme d'ouvrir certaines portes. Elle va les ouvrir, elle va découvrir que les femmes qu'il avait auparavant, il les a tuées.
C'est charmant. Oui, tout ça en fait chez Offenbach va être tourné en dérision. Ça veut dire que Barbe Bleue en fait est un seigneur dans un château qui a tué, au début c'est la 5e femme. Il va trouver la 6e parmi les paysannes du village qui est en bas de son château. Il va vouloir l'épouser et au moment où il va la présenter au roi de ce royaume, qui est le roi Bobèche, qui est un roi complètement idiot, il va tomber amoureux d'une autre femme, la princesse Hermia, qui avait été abandonnée à la naissance parce que c'était une fille. Super. Et c'est génial, ouais. Le roi Bobèche avait préféré abandonner sa fille dans un village, tout simplement parce qu'il avait un fils qui s'est révélé être complètement débile. Super aussi. Et donc à ce moment-là, il s'est rappelé, il s'est dit tiens, j'avais pas une fille, donc il va aller la retrouver, la fait redevenir princesse, et elle ramène son amoureux, qui était un prince lui-même caché. Donc c'est un truc complètement tiré par les cheveux. On est dans une série télé là, c'est pas possible. Ah oui, non mais c'est une série télé... Et donc les deux vont vouloir se battre, puisque forcément ce Barbe Bleue va vouloir épouser cette princesse, cette paysanne qu'il a trouvée, il va aller la trucider rapidement chez son alchimiste, mais en fait on découvre que cet alchimiste n'avait pas du tout trucidé les 6 autres femmes, il leur avait juste fait prendre un somnifère, et il les avait gardées cachées chez lui dans une armoire. Dans une armoire. Enfin dans une espèce d'armoire, ouais... Il a mis 6 personnes dans une armoire. Oui, enfin faut pas chercher à comprendre. Et donc ces femmes, elles vont aller se révolter et dire à Barbe Bleue que ça suffit. Il s'avère que de l'autre côté, du côté du roi Bobèche, on avait assez que sa femme, la reine Clémentine, ait des amants. On apprend que ce roi Bobèche faisait assassiner ses prétendants. Je vois le truc arriver. Mais ces prétendants n'étaient pas du tout tués, en fait ils étaient envoyés chez la cousine de l'homme de main, cousine qui va se marier, donc en fait ils sont obligés de dégager les 7 hommes, parce que sinon le mari va se fâcher. On arrive à la fin de l'opéra, où là, les 7 femmes et les 7 hommes vont se retrouver ensemble, vont faire alliance, vont se déguiser en bohémiens, vont arriver à la fête qui est organisée par Barbe Bleue et par le roi Bobèche. C'est là que tout va s'arranger. Finalement, Barbe Bleue va se repentir, accepter d'épouser la dernière qu'il a voulu épouser, donc la paysanne, et le prince et la princesse, qui ne savaient pas qui étaient prince et princesse, vont finir par s'épouser eux aussi. J'adore cette série Netflix. Mais c'est exceptionnel comme histoire. Offenbach, c'est vraiment du n'importe quoi. Ah, et encore, Offenbach, on pense que c'est du n'importe quoi, mais il y a pire que lui à l'époque. Ah bon ? C'est-à-dire qu'Offenbach, il y a un côté spirituel derrière, mais on va chez un autre compositeur qui est totalement oublié aujourd'hui, mais qui commence doucement à renaître, qui s'appelle Hervé, qui est un pseudonyme, qui est un compositeur d'opérette aussi de l'époque, où lui vraiment, quand je parle à des gens de ce compositeur, je leur dis, vous prenez votre cerveau, vous le posez à côté, vous vous laissez guider tout simplement. Lui, il est vraiment dans le côté véritablement loufoque, déjà avec le nom des personnages, avec les histoires qui n'ont aucun sens. On peut se retrouver avec des morceaux de musique qui s'appellent La légende de la langouste atmosphérique. La légende de la langouste atmosphérique. Oui. Wow. Ou alors un personnage qui s'appelle le baron d'Espruc-Pruc-Pruc. Quoi ? Oui, le baron d'Espruc-Pruc-Pruc. Un autre personnage qui s'appelle le grand-duc d'en face. On cherche pas un nom, c'est le grand-duc d'en face. Le grand-duc d'en face, j'adore. Et il y a des versions enregistrées de ses œuvres ? Alors, il y a un enregistrement vidéo de ce qui s'appelait L'œil crevé. Alors, L'œil crevé qui a été ressorti sous son premier titre qui est Vlan dans l'œil, qu'on trouve sur YouTube. C'est une parodie du Freischütz de Weber, en fait, tout simplement. Le Petit Faust de Hervé, c'est une parodie du Faust de Gounod, absolument désopilante. Ça a l'air génial. C'est du Scary Movie avant l'heure. Ben, c'est un peu ça, c'est qu'il parodie les opéras. C'est des trucs complètement what the fuck, en fait. C'est trop bien. Même dans le langage musical, ou alors il va citer la musique, mais après il part dans totalement n'importe quoi. Par exemple, dans le Petit Faust, il y a un passage qui s'appelle la valse des nations, où on va retrouver dans le même morceau le God Save the King et le Carnaval de Venise. On se balade. Voilà, c'est ça. C'est une balade, hein, ces œuvres du coup. Ah, c'est intéressant, j'irai écouter, tiens. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'enregistrement CD de ces œuvres-là. Justement, il va peut-être falloir que quelqu'un édite les partitions de Hervé. Clin d'œil, clin d'œil. Mais ça a été déjà fait, sauf qu'en fait, c'est le Palazzetto Bruzane qui fait ça, qui soit remercié, parce que Hervé mérite d'être ressorti. Mais le problème, c'est qu'ils font des versions scéniques seulement, ils font pas d'enregistrement. Ah, quel dommage. Ah, si un oui. jour ça revient sur le devant de la scène, peut-être. Alors Hervé, faut savoir qu'il a eu du succès jusque dans les années 40-50. Il y a même eu une de ses œuvres qui s'appelle Mamselle Nitouche, une opérette vaudeville où là, c'est plus du théâtre avec de la musique que de l'opérette, qui a eu droit à un film avec Fernandel. Ah! Donc il y a une version filmée. On a quand même une trace visuelle alors. Oui, de alors tout ça. c'est très drôle de voir Fernandel en organiste du dimanche. J'ai l'image de l'homme avec l'huile d'olive de Puget, je suis désolé.
Alors oui, alors ce qui est drôle, c'est qu'on a l'habitude aussi de Fernandel dans Camillo, dans de l'opérette. Oui, très intéressant. Pour terminer, quelles seraient tes prochaines étapes, tes envies, tes questions pour la suite par rapport à ta vie de musicien, parce que tu es aussi musicien, à côté d'être musicologue, bien sûr. Oui, l'un ne va pas sans l'autre, je Voilà, pense. voilà, accessoirement quand même, ce serait pas déconnant. Comment tu te vois évoluer sur ces prochaines années vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de ta vie de musicien, vis-à-vis aussi de ta vie personnelle, puisque en fin de compte, tu es quand même en train de préparer une thèse. Alors la thèse, ça prend pas mal de temps, donc j'aimerais déjà finir la thèse, parce que je viens de la commencer. Comme j'ai pas la chance d'être financé, ce sera pas en 3 ans, mais plutôt en 4, 5 ou 6 ans. La recherche n'a pas énormément d'argent, surtout pour les sciences humaines, donc pas tout le monde a la chance d'être financé quand on est en sciences humaines, en musicologie, histoire, philosophie, ce genre de choses. Je cherche du travail. J'ai certes des missions qui me sont données par mon université pour faire du travail de recherche, mais c'est des missions temporaires. Donc je cherche un travail un peu plus pérenne, disons. L'idéal pour moi serait véritablement, comme j'aime énormément l'opéra, travailler avec ou pour des maisons d'opéra ou des festivals. Que ce soit la création de contenu, tout ce qui est programme, les interviews, c'est des choses que j'ai déjà faites et que j'aime beaucoup. J'ai animé des conférences. Lors de conférences, j'ai écrit des interviews, enfin une interview, puis un programme de salle aussi pour une troupe d'opérette. Et puis j'aime beaucoup partager en fait les choses au public, leur expliquer des choses donc qui m'intéressent beaucoup. Ou alors pourquoi pas travailler dans la dramaturgie. Donc là c'est être au plus proche de l'œuvre, travailler avec les metteurs en scène, les directions d'opéra, de leur dire cette œuvre rentrerait plutôt dans le programme si vous voulez telle vision, plutôt telle œuvre, ou l'œuvre l'aborder de telle manière. Si vous voulez faire ressortir ça dans votre programme cette année, plutôt l'aborder de telle manière, ce genre de choses. Oui, être consultant aussi en Voilà. fin de compte sur la programmation. Si tu arrives à un moment donné ou à un autre, et je te le souhaite, je touche du bois, travailler justement dans une maison d'opéra comme ça, ce qui est bien, c'est que non seulement tu travailleras dans ton domaine d'activité, mais en plus, ton salaire te servira aussi à financer une partie de tes recherches. Tout à fait, je l'espère tout ça, mais le problème c'est que on est dans un monde où il faut arriver à mettre le pied dans la porte. Sauf que c'est très difficile de mettre le pied dans la porte, je pense que tu le sais aussi. Oui, parfois le culot ne suffit pas. C'est ça, voilà. Il faut arriver à mettre le pied dans la porte pour pouvoir rentrer dans ce monde-là. J'espère que ça va marcher. C'est un monde que j'aime profondément et que j'espère pouvoir faire vivre et en vivre. Ah, je n'en doute pas un seul instant. Pour les auditeurs, je connais Tom depuis maintenant plusieurs années. On s'est rencontrés dans le cadre de l'opérette, puisqu'on faisait partie tous les deux d'une troupe qui s'appelle Brin de Folie, qui est à Strasbourg. J'ai compris après qu'il a aussi été à la maîtrise de l'Opéra National du Rhin, là où j'ai chanté pendant des années. Ouais. Il a aussi travaillé donc en tant qu'ouvreur à l'Opéra de Strasbourg, Ouais, où j'ai pendant- déjà pu le voir. Pendant combien d'années t'allais dire? Alors j'ai été ouvreur 1 an et quelques mois, puis après j'ai été responsable du protocole là-bas. Donc je m'occupais de recevoir les invités, la presse. Donc j'étais dans un monde à part aussi là. C'est autre chose encore, la presse, la critique, les invités, c'est encore un autre monde. Bien sûr, parce que tu ne peux pas parler de la même manière et tu ne peux pas dire les mêmes choses qu'au public. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça aussi, et puis surtout, il y a une approche différente, surtout avec la critique. La critique peut avoir une vision totalement différente du spectacle, sans bien sûr dénigrer le public. Le public est nécessaire, mais je veux dire, la critique peut avoir une vision radicalement différente de ce que peut penser le public. La critique peut voir certaines choses que le public ne verra pas ou n'interprétera pas de la même manière, et c'est toujours très intéressant de discuter avec eux de ça. Dernière question. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Opéra ou pas? Mais qu'est-ce que tu écoutes en ce moment qui te fait vibrer? Alors, en ce moment, j'écoute pas mal 2 œuvres. J'écoute Die Frau ohne Schatten de Richard Strauss. Que tu pourrais traduire par? La femme sans ombre, c'est une œuvre absolument magnifique, très onirique, il y a un esprit conte derrière là-dedans et surtout un espèce de côté philosophique derrière avec cette légende de roi qui épouse une femme qui était en fait un animal qui s'est transformé. En se transformant, elle n'a pas d'ombre et comme elle n'a pas d'ombre, elle ne peut pas avoir d'enfant. Sauf que le roi est tenu d'avoir un enfant, donc il faut qu'elle trouve une ombre et donc cette recherche de l'ombre, cette recherche de la personnalité, c'est très spirituel. Et à la fin, il y a cette fin absolument magnifique où cette femme arrive à avoir une ombre et donc on entend dans les coulisses ce chœur d'enfant où on apprend en fait que ce sont les enfants qui sont à naître en train de faire entendre leur voix au loin. Ah oui, d'accord, c'est très très beau. Ça donne vraiment envie d'écouter. Ah, c'est très beau et c'est surtout, enfin j'écoute ça surtout parce que, petit instant pub, ça va être en fait interprété au Festival d'Aix-en-Provence l'été prochain. Eh bien, on salue le Festival d'Aix-en-Provence s'ils écouteront un jour ce podcast. C'est une œuvre qui est absolument énorme, ça dure un peu plus de 3 heures quand même. Ah oui. Ça demande un casting absolument exceptionnel et un orchestre énorme, donc c'est rarement joué. Alors D'où le c'est- fait que ce soit fait en festival plutôt. Oui. Et le deuxième livret dont tu Et voulais le parler? deuxième,
c'est La nuit de Noël de Rimsky-Korsakov. Alors je pourrais pas le traduire en russe parce que je ne connais pas du tout la prononciation russe du titre. J'aime beaucoup Rimsky-Korsakov, c'est un compositeur qui a très peu percé en France ou en Belgique, un peu en Allemagne, mais en France, en Belgique, en Espagne ou en Italie, c'est un compositeur qu'on joue très peu, alors que c'est de la musique qui est très très belle. Et La nuit de Noël, en fait, c'est pareil, c'est une espèce de conte. Ça se passe forcément la veille de Noël, comme ça. Évidemment, How original! voilà. On part dans une histoire où on va sur la lune, on arrive dans une histoire où il y a 3 personnages qui vont être dans des sacs et vont être emportés par le diable, une histoire totalement loufoque. On part un petit peu dans différents mondes, on voit différentes choses, et c'est de la musique qui est très très belle. Rimsky-Korsakov a fait de la très très belle musique. Ça fait vraiment conte de Noël, je trouve. Ah, tout à fait, ouais. Bah, c'est des œuvres qui, en fait, je pense, auraient leur place dans le répertoire actuel. On voit souvent les mêmes œuvres, mais je pense que ce serait bien de renouveler de temps en temps un petit peu la chose et de parler de ces œuvres-là, Rimsky-Korsakov, Strauss, Engelbert Humperdinck, qui est un compositeur allemand, qui a fait un opéra qui s'appelle Hansel et Gretel, qui est un très bel opéra. Qui est en ce moment même où nous enregistrons joué à l'Opéra de Strasbourg. De Strasbourg, oui, qui a fait un autre opéra qui est magnifique, qui s'appelle Die Königskinder, les enfants du roi. C'est un conte de Noël, mais qui est absolument tragique, c'est ça le pire. À la fin, les héros, qui sont 2 enfants, ils meurent. Bon, super. Mais c'est de la musique absolument sublime, et c'est des œuvres qui, je pense, auraient leur place en France, et qu'on ne vienne pas me dire que c'est parce que c'est joué en allemand qu'on ne peut pas les faire jouer pour les fêtes ou pour les enfants. Là, c'est l'instant historique encore. Au 19e siècle et au début du 20e, jusqu'à grosso modo dans les années 50, les œuvres, peu importe qu'elles soient allemandes, italiennes, russes, etc., étaient en fait jouées, traduites dans les pays dans lesquels elles étaient représentées. Ce qui fait que le public en fait comprenait qu'ils voyaient sur scène, il n'y avait pas besoin du surtitre. Aujourd'hui, certes, on interprète les œuvres dans leur langue originale, donc on a véritablement la musicalité du verbe qui va avec la musique, on a les syllabes qui tombent exactement là où le compositeur voudrait que ça tombe et que la langue voudrait que ça tombe, mais on n'a plus ce côté de comprendre sans avoir à lever la tête pour regarder les surtitres ou alors connaître l'œuvre par cœur parce qu'il n'y a pas de surtitres. Ça veut dire qu'en France, on avait des Turandot en français, le Freischütz de Weber en français, la flûte enchantée chantée en français, tout comme en Allemagne, on avait les opéras français chantés en Allemagne, en Italie c'est pareil. Oui, je pense par exemple à La Veuve Joyeuse, qui est une opérette de Franz Lehár, qui est traduite en français et qui est souvent donnée en français, en fin de compte. Tout à fait. Et c'est des choses qu'on n'a plus. Par exemple, Hansel et Gretel, de Humperdinck, a été créé en Allemagne, mais il y a eu une création française au début des années 1900, fait en français. Ces œuvres qu'on pourrait amener à un public plus jeune existent dans des versions françaises. Ce serait bien de les Proposer dans la les langue. proposer en français pour attirer un nouveau public, parce qu'aujourd'hui, il y a cette question de comment attirer un nouveau public. Alors, beaucoup disent qu'il y a la barrière de la langue. Oui, mais la barrière de la langue, on se l'est mise nous-mêmes à la fin des années 50. Donc, ce serait bien, pourquoi pas, de temps en temps, de revenir à ça. Ça se fait pas mal en Angleterre. Par exemple, j'avais été l'année passée au Scottish National Opera, donc qui est l'opéra national d'Écosse. J'avais pris la brochure pour la saison en cours, qui présente Les Noces de Figaro de Mozart, qui est un opéra italien archi connu. Ils le font en anglais pour que le public puisse comprendre. C'est intéressant ça. Et tu auras forcément 2 écoles, ceux qui diront c'est génial parce que au moins les gens peuvent comprendre, et ceux qui diront non, ce n'est pas la langue originale de l'œuvre, donc c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Mais moi, je pense qu'on arrive à une période où c'est nécessaire. Et puis surtout, en fait, c'est une pratique qui a été faite depuis toujours. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on s'en interdirait. Bah, surtout qu'aujourd'hui, l'objectif de l'opéra, je pense, en plus au vu de la situation qu'on a vue il y a quelques années avec le Covid, c'est de le rendre à nouveau le plus accessible possible. Et si ça doit repasser par la traduction, on a de très bons aujourd'hui interprètes, correcteurs, on a de très bons traducteurs aujourd'hui, et de très bons musiciens qui peuvent justement reposer les paroles sur la musique. Merci pour cet entretien, Tom. Merci beaucoup. Eh ben de rien. Vraiment très enrichissant. Alors, c'est vrai que c'est un épisode un peu plus particulier du journal d'un ténor. Là, on fait beaucoup plus ce qui est contexte historique, on est plus dans la partie un peu plus scientifique. Oui, désolé, mais... Mais ne t'excuse pas parce que c'est très intéressant aussi pour ceux qui veulent apprendre. Comme moi, par exemple, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et j'espère que les paroles résonneront aussi chez d'autres. Ah bah j'espère. Merci beaucoup, Tom, en tout cas, pour cette entrevue. Bah de rien. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du journal d'un ténor. Au revoir!